Bienvenue Sandrine, je suis très très heureuse de passer ce moment avec toi. Moi aussi, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais expliquer un petit peu comment m'est venue cette idée d'interview. Parce que moi aussi, je suis une femme qui accompagne et puis j'ai récemment fait un programme d'accompagnement avec des femmes qui entreprennent pour développer la confiance en soi. Et je me suis dit que ça pourrait être bien d'interviewer une femme qui, elle aussi, est sortie du salariat, qui a entrepris et qui, maintenant, en plus, accompagne des personnes à entreprendre. Donc, je me suis dit que ça pourrait être, en tout cas, une bonne idée que tu nous partages ton expérience, que tu nous partages aussi comment tu as fait pour dépasser tes peurs. Et puis, voilà, en plus, ouvrir, je sais que je fais aussi partie du réseau Entreprendre au féminin et qu'il y a des femmes aussi qui entreprennent. Donc, voilà d'où m'est venue cette idée. Donc, je te remercie infiniment d'avoir accepté de partager ce moment. Merci à toi. Donc, voilà, je vais te présenter Sandrine si tu veux bien, puis tu compléteras. Parce qu'on ne s'est jamais rencontrés physiquement, mais moi, je vous suis depuis quelques années où j'avais déjà eu un petit peu cette idée aussi de sortir de mon ancien métier de soignante. C'est un métier qui m'avait énormément apporté, qui m'avait passionnée, mais dans lequel j'avais plus de sens. En fait, j'étais plus épanouie. Et donc, C'est un j'avais déjà passé qu'on commencé. c'est un passé qu'on partage. Oui, c'est ça, exactement, puisque tu es psychologue de formation et tu étais aussi salariée, tu travaillais dans un hôpital, Oui, c'est ça. Pendant 8 ans, hein, j'ai travaillé dans un hôpital. d'accord. Et donc maintenant, tu as monté ton entreprise avec ton mari et vous accompagnez les personnes aussi qui souhaitent se lancer et se propulser dans un projet de cœur et vous Mm. proposez plusieurs formules d'accompagnement sur plusieurs mois. Et donc, c'est à la fois un travail de développement personnel et puis à la fois toute la construction du projet et puis jusqu'au marketing. Et ce qui est chouette, c'est que vous alliez un petit peu vos énergies tous les deux. Mm. C'est ça? Ouais. Bon, c'est ça. On met toutes nos énergies déjà avec mon mari, le yang, le yin dans le yang, etc. Et puis après, on a essayé de créer quelque chose le plus complet possible Mm. avec, au fur et à mesure des années, voilà, de répondre aux demandes pour que ce soit le plus exhaustif et le plus flexible aussi en fonction des demandes et en fonction du monde qui change tout le temps. Mm. Oui, c'est ça. Mm. OK. Alors, écoute, si tu es OK, on va commencer à l'interview, puis je vais te poser mes questions. Et donc, je voulais savoir justement comment ça s'est passé pour toi, la décision de quitter ton métier de salariat. Est-ce que c'est né justement d'un chaos? Est-ce qu'il y a eu un moment, un jour, une prise de conscience? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été justement petit à petit ou est-ce que ça a été assez brutal? Je ne sais pas si c'est le mot, mais… Mm. Mais je pense que les décisions brutales pour l'être humain sont assez rares en fait, hein, à moins qu'il se passe vraiment un chaos comme dans le cadre d'une maladie, d'un décès, ce genre de choses, qui sont effectivement assez brutales. En général, le changement chez l'être humain se fait plutôt de manière progressive parce qu'on a besoin de garder nos repères. Tout lâcher, c'est très, très compliqué. Ça crée un effondrement qu'on a vraiment du mal à gérer. Donc, ce qui s'est passé pour moi, comme je travaille dans un hôpital public et j'ai beaucoup travaillé en recherche à un moment donné, en psycho-oncologie avec des patients cancéreux. Et Hmm. puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire de la clinique et j'ai eu une opportunité auprès d'un médecin généraliste près de chez moi voilà, qui m'a dit si tu veux, j'ai une place dans mon cabinet, si tu veux commencer. Moi, je cherche une neuropsychologue qui peut m'aider à recevoir des patients. Et ça s'est mis un peu comme ça. Donc, au fur et à mesure que je commençais doucement à m'étioler dans mon métier de psychologue, chercheuse dans un hôpital, voilà, avec beaucoup de pression au niveau académique, il y a eu cette opportunité-là qui s'est mise. Et voilà, j'ai foncé là-dedans parce que j'avais envie de me rendre utile, d'être dans la relation d'aide individuelle. Hmm. Et donc, voilà, ça m'a demandé déjà une première adaptation. Ce qui fait que j'ai commencé à partager mon temps entre le salariat. Je suis devenue indépendante complémentaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit en Belgique, c'est d'être indépendante, mais une petite partie de mon temps et une petite partie de ma rémunération. Et à ce moment-là, j'avais de très jeunes garçons.
Mmh. Donc, ça a fait que quelque part, ma vie est devenue très, très remplie parce que j'avais des formations en oncologie, j'avais une formation, en coaching en cours, j'ai ouvert ma consultation et il se faisait que j'étais de moins en moins alignée avec ce qui se passait au travail. Donc, il y a un moment donné, ça a craché, hein, donc j'ai frôlé le burn-out, on va dire, parce que j'ai eu Mmh. la chance de m'en rendre compte assez tôt. Enfin, plutôt quelqu'un qui en face m'a fait le reflet quand je suis arrivée chez mon médecin généraliste et je lui ai dit, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce matin, je ne suis pas capable d'aller au travail. Il Mmh. m'a dit: «Justement, comment ça se passe au travail?» Et là, je me suis effondrée. Donc Mmh. là, c'est le mot épuisement professionnel qui est venu et au départ, j'étais, très énervée sur mon travail parce que je me sentais incomprise à certains niveaux. Je voulais évoluer, on ne me le permettait pas ou on ne m'y encourageait pas. Mmh. Et puis, en fait, avec le recul, je me rends compte à quel point je me suis mis beaucoup sur les épaules avec toutes ces formations en cours, 2 jobs en fait, hein, de salarié d'indépendant, 2 enfants et cetera. Donc, à un moment donné, bah, la coupe est pleine et il faut se rendre à l'évidence. Là, il fallait à un moment donné cadrer et comme je commençais vraiment à m'éloigner de tout ce qui m'était proposé, en tout cas en termes d'évolution professionnelle à l'hôpital, voilà, ben là, j'ai pris la décision de quitter ça. Mais ça s'est pas fait comme ça non plus, hein. Je me suis fait aider, je me suis fait accompagner. Mmh. J'ai un mari qui était très soutenant, qui à ce Oui. moment-là, voilà, lui, il gagnait bien sa vie, comme consultant, ingénieur et voilà, il m'a dit: «Écoute, lance ta consultation et petit à petit, ben ça voilà, ça va le faire, quoi». Mmh. Ouais, donc au début, tu es partie plutôt dans la consultation? Donc tu es sortie du Ouais. salariat pour, donc c'était pas vraiment ce que tu fais maintenant? C'était, Non, donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis sortie de ma zone de confort, mais en restant, j'ai changé de statut. Mmh. J'ai changé de contexte, mais j'ai gardé en fait ma zone de confort qui était mes compétences, mon Mmh. savoir-faire, mon savoir-être et D'accord. donc je l'ai juste transféré de cette manière-là. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment progressif qui m'a D'accord. permis de pouvoir commencer à me réinventer sans Mmh. tout changer. OK, et tu es restée combien de temps dans cette phase-là alors où tu avais ton cabinet? Si c'est Alors j'ai commencé en 2010 et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au moment où ça a claqué pour moi, c'était 2013-2014, donc Mmh. 3-4 ans après et là, bon, mon mari m'a dit: «Écoute, arrête, concentre-toi sur ta consultation». Je me suis dit: Mmh. «OK, c'est très bien». Sauf que 2 mois après, mon mari qui bossait dans une grosse boîte pharma, lui, il a aussi pété un câble parce que, on lui permettait pas l'évolution qu'il voulait, on lui permettait pas de se former comme il le voulait et donc il a décidé de remettre sa démission. Mmh. Et là, ça a été un peu à 2 mois d'intervalle, hein. Moi, je suis partie, le 21 mars, lui, il est parti fin mai. Donc à 2 mois d'intervalle, on s'est retrouvés tous les 2. OK, voilà, on a quitté, nos emplois, on a viré nos patrons, comme on dit et Mmh. du coup, on était tous les 2 indépendants et de nouveau, mon mari, ce qu'il a fait, c'est aussi ce switch, c'est de rester dans ses compétences et de devenir consultant indépendant et Mmh. donc il a trouvé une plus petite boîte, qui lui permet de facturer en tant qu'indépendant mais de continuer à faire ce qu'il savait faire, ce pourquoi il avait été Mmh. formé. Mais en parallèle, il avait commencé à faire une formation en programmation neurolinguistique, à faire des séances de pleine conscience. Et donc, Mmh. petit à petit, il s'est formé à tous ces outils aussi de développement personnel. Mmh. Et au moment où lui a fait sa transition, il a commencé à s'intéresser au marketing Internet. D'accord. Mmh. Et pardon, ouais, tu penses que, tu as influencé inconsciemment ton mari à ça? Tu penses que tu lui as montré un peu le chemin ou? Écoute, c'est difficile à dire Oui, parce c'est que, ça. en fait, avec mon mari, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. Donc, Ah oui. je pense qu'on s'est construit, en fait, depuis qu'on a 15 ans, on s'est construit ensemble l'un à côté de l'autre et forcément, on s'influence tout le temps l'un l'autre parce qu'on s'aide, on s'accompagne dans nos décisions et je pense que jusqu'ici, ça a été un duo gagnant. Mmh. Donc, je ne sais pas si je l'ai inspiré ou le fait que lui m'ait soutenu aussi, parce qu'évidemment, quand j'ai ouvert ma consultation, au début, la première chose que je lui ai dit, c'est: «Mais je vais jamais m'en sortir avec toutes les demandes que je vais avoir» et il m'a dit: «Sandrine, déjà, si tu as un patient ou une patiente, ce sera déjà super et puis une fois que la demande va augmenter, on en reparle». Et donc voilà, avec ce genre de soutien que j'ai eu de sa part à ce moment-là, ben c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Donc oui, on s'est influencé l'un l'autre, mais on s'est surtout soutenu beaucoup l'un l'autre.
D'accord. Ouais, super. Donc, c'est vraiment un partage entre vous. Et c'est vrai que ça a été un soutien donc, mutuel tous les deux dans ce parcours-là. Oui, tout à fait. Et le fait que moi, je sois voilà, dans la psychologie, le développement personnel, lui, en étant un homme beaucoup dans les process, dans les machines, c'est quelqu'un qui est assez sensible, très ouvert. Ben, il a eu aussi envie de s'ouvrir à tout ça. Donc oui, il y a quelque chose de, voilà, de fluide dans les deux. D'accord. Et alors, comment vous avez fait tous les deux pour vous diriger vers ce que vous faites maintenant? Est-ce que ça s'est fait progressif? Et comment vous avez su à un moment où vous vous êtes dit, ah ouais, non, mais c'est ça qu'on veut faire. Ça, c'est vraiment là, c'est notre place. Là, c'est là où on peut exprimer nos talents, notre lumière. Comment ça s'est fait? Comment vous l'avez su, ça, que c'était ça? Mais écoute, de nouveau, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que les gens qui veulent se lancer, ils ont envie de savoir tout de suite où est Mm. leur place. Et du coup, nous, on était là-dedans aussi. Sauf que au moment où on s'est retrouvés tous les 2 indépendants, voilà, on s'est beaucoup renseignés, on s'est entouré hein, de toutes les personnes qui entourent un entrepreneur. Et on nous a dit, ben voilà, le mieux, c'est de créer une boîte à vous deux. Vous êtes déjà mariés, donc voilà, quelque chose de commun à mettre ensemble. On s'est dit, OK, on va créer une boîte. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qui sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va proposer? Qui allons-nous aider? Et tout ça, c'était un énorme point d'interrogation. Et notre intention, c'était de créer des expériences qui transforment et Mm. d'aider les gens à pouvoir aussi faire cette transition qu'on a faite, qui nous paraissait très culottée à l'époque, avec 2 enfants, enfin une charge financière sur un appartement, etc. Et donc, on s'est dit, ben, si nous, on l'a fait, il y a probablement plein d'autres gens qui ont les boules et qui osent pas le faire. Ben, on va les aider, on va leur montrer peut-être par où nous, on est passé. Mm. Sans dire, on va vous montrer comment il faut faire, mais en tout cas, peut-être avec nos lumières, comme on est peut-être un peu plus loin sur le chemin. Mm. Et donc, voilà, on s'est mis en fait à suivre pas mal de personnes qui travaillaient, qui partageaient autour de l'entrepreneuriat. D'abord, ça a été avec Tim Clark, notre mentor américain, qui a créé Business Model You. Et donc, il Mhm. a créé le Canva Business Model You. Ça nous a énormément inspiré. On a été le voir, on a fait son atelier à Budapest. Et Mm. donc, c'est comme ça qu'on a vraiment créé au départ nos premiers ateliers, nos premiers accompagnements. On Mm. avait ce Canva qui permettait d'aider les gens à mettre en place les étapes de leur réinvention. Et puis, petit à petit, il y a eu le marketing Internet, où on a suivi différentes personnes aux États-Unis, au Canada principalement, notre mentor qui est Martin Latulipe. Et donc, tout ça, ça nous a ouvert énormément de possibilités. Moi, comme je sortais du monde de la santé, le monde du cancer, je m'étais dit, il y a quelque chose à faire avec les patients cancéreux. Et puis, à un moment donné, on a pas mal réfléchi avec les personnes qui arrivent à la retraite, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mis tout Ouais. leur sens et leur identité dans leur travail, dans leur vie professionnelle. Se dire, ben, ça aussi, c'est une population qu'on peut aider. On va se mettre à aider les gens qui arrivent à la retraite pour qu'ils aient une vie épanouie à la retraite. Donc, on s'est mis à potasser toute cette littérature-là. Et donc, voilà, il y a eu comme ça plein d'idées qui nous sont venues jusqu'à ce que, en fait, on se dise, ben, c'est notre parcours qui va être le plus inspirant. C'est ce que nous, on a fait, là où on s'est vautré, là où on s'est planté, là où on a eu peur, mais aussi là où on a réussi, qu'on va pouvoir montrer des choses intéressantes. Parce que heureusement, on n'a pas de cancer, on n'en a pas eu, on n'est pas à la retraite. Donc, ça nous a paru voilà, des bonnes idées en termes de clients cibles, ce que je peux apporter. Mm. Et en même temps, ce n'était pas notre expérience de vie. Donc Mm. voilà, on est revenu à un moment donné sur notre expérience de vie. Bon, je Ouais. parle beaucoup, hein, j'essaye de répondre à tes questions, mais tu m'arrêtes Ouais, si. c'est très intéressant, ça me parle beaucoup. Ouais. Mm. Et puis, effectivement, petit à petit, on a testé énormément de choses, énormément de modèles, comme tu disais, pour arriver à savoir où est-ce qu'on se sent à sa place. Mm. Ouais. Surtout quand on travaille à deux, alors que ce soit en couple ou en binôme avec une autre femme ou un autre Mm. homme, il y a vraiment une question de place à trouver. Qui Mm. fait, qui fait quoi et comment éviter la compétition, parce que c'est vrai Mm. que c'est souvent le cas aussi. Est-ce qu'on met le plus la lumière sur l'un ou sur l'autre, sur Mm. l'une ou sur l'un? Et du coup, ça aussi, c'est tout un apprentissage de savoir quand est-ce que je suis à ma place et quand est-ce que je reste à ma place pour laisser la place à l'autre. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un travail d'expérience, d'expérimentation même, de partir à l'exploration de certaines choses
de dire j'ose le faire, même si de premier abord, j'aime pas, je crois que j'aime pas, et je Mm. teste. C'est ça. Est-ce que j'aime être avec une personne seule en one-to-one? Est-ce que j'aime être avec un groupe? Est-ce que j'aime être avec une foule? Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs avec qui on travaille maintenant. Il y en a qui aiment avoir des salles et des salles complètes, des stades de France, des stades de foot. Et puis, il y en a qui sont dans la relation vraiment, l'unicité de la relation à l'autre. Donc voilà, Nicolas, il adore les grands groupes. Moi, Mm. j'aime être dans la relation à l'autre. Mm. Donc, tout ça, c'est parce qu'on a expérimenté qu'on a pu se dire, ça j'aime pas, ça je veux pas. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça, pour moi, qu'on trouve sa place. Mm. Oui, c'est en faisant, en osant en fait, en osant essayer de sortir un peu de notre zone. Moi, je dis la zone plutôt de sécurité, enfin, sortir de cette zone-là où on se sent bien en se disant, voilà, là, j'essaie, bon, ça me plaît, ça me plaît moins. Et c'est comme ça que tu as cheminé, quoi. C'est parti. Exactement. Mm. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, ouais, non, ça j'aime pas, c'est pas mon truc, tu vois, Mm. j'y arriverai pas, etc. Mm. Beh, essaye, tu vois? Ouais. Essaye de le faire parce que ça va peut-être apporter, ce qu'on appelle la zone magique, Mm. la zone de brillance où à un moment donné, tu découvres que: «Tiens, je m'imaginais pas à cette place-là, mais en fait, je kiffe». Mm. Beaucoup de gens qui disent, «J'avais très peur de la scène», qui montent sur la scène et qui disent: «J'adore la scène, Ouais. je veux refaire de la scène». Mm. Et ça, c'est parce qu'elles se sont autorisées Mm. à monter les marches, à prendre le micro, à dire ce qu'elles avaient à dire Mm. Mm. et à dépasser le cœur qui bat très, très vite. C'est ça. Mais ça me rappelle mon premier live où j'avais, je pense, 24 de tension pendant 1 heure avant de redescendre. Et puis après, bah voilà, c'est aussi comme ça, en faisant ces petits pas-là que. Mais c'est vrai que j'ai écouté hier un témoignage aussi d'un coach qui disait, en fait, il y a aussi des choses des fois que j'aime pas faire, tu vois, ben, forcément quand on va être dans la lumière aussi, des fois on va prendre des critiques, et il disait, ben voilà, il y a des côtés que j'aime pas, mais en même temps c'est aussi le prix à payer de se dire, voilà, j'ai envie de montrer aussi, il disait, il y a deux façons d'être rebelle. Il y a soit on va casser des abribus, soit on essaye de construire un monde bah, qui nous ressemble. Et il Mmh. disait, bah, voilà, j'ai choisi la façon de construire un monde qui me ressemble, mais en même temps, bah, s'il y a le prix à payer, c'est aussi ben, se prendre les critiques. Je pense que j'imagine, j'ai déjà entendu Nicolas dire ça, que ben, ça arrivait hein, des fois ben, de recevoir aussi des critiques, même si notre intention est belle, il faut faire avec ça aussi, quoi. Mmh. Mm. Tu arrives toi aussi à Exactement. dépasser tout ça des fois? Enfin, comment tu le ressens ça des fois? Ça, c'est. Écoute, c'est super intéressant comme question et puis je vais je vais être franche. Au début, c'était extrêmement difficile, même si on sait que ça va arriver. Quand ça arrive et qu'on lit une critique au début, c'est vraiment, un travail sur soi de se dire: «Voilà, cette personne ne te connaît pas». Et commencer à faire en fait plein de suppositions qui nous Mm. rassurent nous, de dire, «Cette personne est frustrée, cette personne est jalouse, cette personne ne me connaît pas, elle ne va pas au fond enfin rechercher le fond de ma pensée» et cetera. Tout ce qui nous permet de nous rassurer en disant: «Bon, je continue malgré tout», parce que c'est vrai que recevoir des tomates, c'est un Mm. peu ça, hein, les critiques, Mm. sur les réseaux sociaux, c'est recevoir des tomates. C'est quelque chose qui peut nous bloquer. Mm. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir dépasser ça. Et puis au fur et à mesure, en fait, ben, on s'habitue à ça. Et puis maintenant, je vois ça, ça me fait encore un peu grincer les dents, mais ça me fait sourire aussi. Mm. Et alors, ce qui est intéressant, au début, j'ai eu un commentaire vraiment assez négatif qui m'a vraiment fait du mal aussi en me disant, en tant que psychologue, vous devriez être rayé de la liste des psychologues parce que vous ne pouvez pas faire pouvez pas faire votre pub. Et à ce moment-là, j'avais fait une vidéo qui expliquait en fait aux médecins que j'aidais les patients qui avaient un cancer. Et donc, si les médecins avaient besoin d'aide, de collaboration, j'étais là. Donc, c'était une petite vidéo pour me faire connaître auprès des médecins. Mhm. Et il y a une personne qui a vraiment mal, enfin, qui a mal pris, mal interprété les choses et qui était dans l'attaque. Et là, mon mari m'a dit, écoute, c'est intéressant parce qu'en fait, ça suscite le débat. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, si ça suscite le débat, ça veut dire que les gens vont le retenir et qu'il y a quelque chose qui se passe. Mm. Parce qu'en fait, la plus grande peur aussi de l'entrepreneur, c'est de mettre des choses en place et qu'il ne se passe rien, qu'il y ait de Mm. l'indifférence. Et en fait, c'est parfois encore pire d'avoir de l'indifférence, qu'il n'y ait pas de réaction, pas d'engagement, plutôt que d'avoir des gens qui se mettent à critiquer. Parce que ça Mm. veut dire que, ben voilà, il y a quelque chose à travailler en fait.
Mm. Donc voilà, avec toutes ces expériences de nouveau, où on se fait malmener, on en sort des enseignements, on en sort plus grand Ouais, et voilà, on apprend à se protéger aussi, ouais. Mm. et puis aussi, on aime bien se dire maintenant, voilà, ben, c'est que c'est pas quelqu'un avec qui on va travailler. Ce sera pas notre client, notre cliente. C'est ça. Elle aime pas, elle a pas envie, elle est pas prête et peut-être qu'il lui faut quelqu'un d'autre. Donc Mm. il y a du Ouais, travail pour tout le monde. c'est ça. Mm. Euh, et donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu, voilà, justement, bah, de toutes les peurs. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'anime aussi dans le thème de mes interviews. Enfin, toutes les peurs que tu as pu rencontrer, les peurs que tu as traversées. Et, euh, et comment ça s'est passé? Comment tu les as traversées? Comment ça se passe encore aujourd'hui? Le fait de sortir du salariat. Et puis, j'imagine que tu rencontres encore aussi des peurs dans l'entrepreneuriat. Mmh, Est-ce que tu ouais. peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, écoute, il y en a beaucoup, hein. Alors, bon, je vais voir celles qui me viennent, hein, probablement que ce sera le Mm, plus important. Ce dont on a parlé, au tout début, c'était la peur de la réussite, hein. mm, Quand je me suis lancée, mm, comme, psychologue indépendante, j'avais peur d'être débordée et en mm, fait, c'est une peur qui est énorme, surtout chez les femmes, de se dire: «Je vais avoir trop à gérer et du coup, je vais plus pouvoir gérer mon quotidien» et puis voilà, il y a toute la culpabilité de la femme, de l'épouse, de la mère qui se dit: «Bah, si mm, je me mets à fond dans mon travail, je vais plus pouvoir assumer en tant que mère, épouse». Donc ça, c'est compliqué et c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses à travailler, à déconstruire par rapport à ça et puis voilà, mon neveu est venu me dire: «Commence par trouver un ou une patiente et puis on verra» et donc il y a cette peur de la réussite et puis il y a aussi la peur de l'échec. Et si personne ne vient? Et si je ne peux aider personne? Si je ne suis utile à personne? Si je ne sers à rien? Si je ne gagne pas d'argent? Là, c'est la peur de l'échec évidemment qui est importante. Mais voilà, les choses se mettent aussi quand on travaille cette confiance, mm, quand on visualise aussi des résultats positifs, les choses se mettent petit à petit. Donc mm, ça, c'est aussi chouette d'accepter de voir la fleur qui pousse, hein. Comme on dit, le mm, chemin, c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis, pour moi, il y a aussi une autre peur, très importante, parce que comme, j'ai travaillé dans le milieu scientifique académique, j'ai des parents médecins, la peur du jugement de mes proches, de ma famille, ça a été très compliqué parce que voilà, j'ai fait tout un parcours académique en psychologie, diplôme, et cetera. Puis j'ai commencé une thèse de doctorat. Quand j'ai dit, à mes parents que je voulais faire du coaching, ils m'ont regardée parce que c'était en 2012 à l'époque. Ils m'ont regardée en disant: «Mais qu'est-ce que tu fous Sandrine? C'est n'importe quoi. Tu as un diplôme universitaire, arrête d'aller mm. jouer, dans ton bac à sable, quoi. C'est pas sérieux tout ça». Mm, Donc à ce moment-là, on n'en parlait pas à la radio, on n'en parlait pas, il y avait pas encore énormément de bouquins là-dessus. Donc c'était très compliqué et là, j'ai dû quelque part rester sur ma route, sur mon axe et rester affirmée. mm, Heureusement, voilà, avec mon homme, on se soutenait. Lui, il me soutenait beaucoup aussi, dans les formations que je voulais faire. Mais ça a été une grosse peur pour moi et quelque part de pouvoir sentir que, j'avais leur validation, leur approbation, que je n'ai pas eu, tout de suite, hein. Donc mm, ça a été compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas et ça, c'est beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ne mm, comprennent pas cet élan, cette motivation. Quand on travaille sur le web, c'est encore plus compliqué parce que enfin maintenant, évidemment, depuis le corona, le travail à distance, a commencé à s'ancrer vraiment. Mais à l'époque, voilà, faire de l'accompagnement à distance, c'était un non-sens, ça ne marche pas, mm, ça ne peut pas marcher. Donc il y a eu toutes ces peurs-là du jugement de nos proches, et puis aussi, de nos amis, de se dire: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont quitté un emploi, ils ont laissé, la bagnole de société, ils ont laissé les chèques repas». Enfin voilà, donc tout ça qui faisait qu'on avait quelque part, on ressemblait à des gens normaux, quoi. Ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des risques, ils sont fous, donc ça a aussi fait un tri avec un certain nombre de personnes, évidemment. Quand on mm, se lance comme entrepreneur, à un moment donné, on peut se sentir très seul parce qu'on sort de l'autoroute et tout le monde ne suit pas, tout le monde ne comprend pas mm. et ça peut être aussi, difficile de se sentir seul à ce moment-là. Donc la peur de la solitude. Ouais, mm, Et puis voilà, ce qui est intéressant justement, c'est d'aller chercher une famille entrepreneuriale, d'aller chercher un groupe de personnes, un réseau qui comprend. Donc ça, c'est très vite ce qu'on a fait, c'est aller se mettre dans des réseaux d'entrepreneurs, pour, rester connecté à cette énergie-là, mais aussi avoir des gens qui parlent le même langage.
hein, Mmh. que le jargon est différent, quoi. Mmh. Ouais, donc ça a changé à la fois votre vie, pro, mais aussi un peu toute la sphère, relationnelle? Il y a eu ça a été tout un changement, Oui, c'est ça, exactement. Ça fait remettre en question, beaucoup au niveau des relations. Mmh. Et puis c'est aussi dérangeant quand on change, quand on bouge, ça dérange les autres parce que du Mmh. coup, eux-mêmes, ça les fait se remettre en question. Mmh. Parce que Mmh. nous vivons dans un système, hein, donc on est tous interconnectés et quand il y en a un qui bouge, tout le système bouge. Mmh. C'est comme en fait quand on a un enfant, bah, forcément, bah, son parent devient grand-parent, Mmh. sa sœur, enfin oui, ma sœur devient tante, mon frère devient oncle, et cetera. Hem, donc on fait bouger les lignes et donc C'est ça, vrai. c'est compliqué. Mmh. Et alors maintenant tes parents ils te disent quoi? Alors, ben, maintenant qu'on en parle sur les chaînes publiques, enfin, à grande échelle, la méditation, la pleine conscience, le coaching, tout ça, c'est reconnu, donc maintenant c'est OK. Et puis c'est Mmh. vrai qu'on a eu l'occasion de faire, des beaux séminaires les dernières années en salle où là, bah, ils nous rejoindre, avec les enfants et du coup, ils ont vu un peu ce que ça représentait, qu'est-ce qu'on raconte, à quoi on sert en fait, hein, quelle est notre mission. Ça Mmh. leur a permis de toucher un peu plus et de comprendre. Donc voilà, ils sont très soutenants, ils sont Mmh. fiers de nous aussi parce qu'ils voient qu'on prend des risques, que c'est pas un chemin facile Mmh. et donc ils sont très soutenants. Donc ça, c'est Ouais. chouette. Même s'ils comprennent pas encore tout, mais Ouais. Ouais et tu parles de mission là et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, oui, je sais. Est-ce que tu vois, ça reprend un petit peu ma question de tout à l'heure parce qu'on a parlé de ce cheminement où tu avais justement essayé pour voir ça me convient, ça me convient pas. Et est-ce qu'il y a un moment où, je sais pas si tu l'as ressenti dans ton corps ou dans ton cœur, où tu t'es dit: «Oui, là, je sais que ça, c'est ma mission». Est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un jour où tu t'es dit ça ou est-ce que ça s'est fait, parce que des fois, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur qui te dit: «Toi, je pense que tu es fait pour faire ça». Enfin, tu vois, est-ce que toi, comment tu l'as ressenti? Ça, c'est ma mission. mmh. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs moments et Mmh, effectivement, souvent c'est l'extérieur, hein, mmh, qui t'allume le mmh, clignotant ou le petit voyant sur le tableau de bord, comme on dit. Parce que, personnellement, on a une tendance à se sous-estimer, hein, on en mmh, parlait tout à l'heure, ouais, surtout les femmes, beaucoup de femmes se sous-estiment, mais beaucoup d'hommes aussi, hein, et et du coup, on ne voit pas toujours la valeur, la contribution qu'on apporte et c'est par le retour mmh, de certaines personnes quand j'ai commencé à recevoir vraiment du feedback, de dire: «C'est dingue, j'ai pensé à toi à ce moment-là, ça m'a aidé à faire un switch. mmh, Quand tu as dit ça dans la conférence, je me suis reconnue, ça m'a permis de mettre telle action en place». Et tous ces retours, en fait, c'est effectivement, comme tu dis, on le sent dans le corps, on le sent dans le cœur et ça vient dire au cerveau: «Vas-y, continue, mmh, continue dans cette voie-là». ouais, Parce qu'en fait, ce que tu fais, tu le fais bien. Donc c'est une validation, une bénédiction presque, qui te permet de oui, d'avoir cette confiance que tu es à la bonne place, ou en tout cas pour le moment, parce que je pense que la confiance bouge, parce qu'on est tous en train d'évoluer. Pour le moment, tu es à la bonne place, donc c'est la mmh, bonne chose à faire. Même ouais, si c'est difficile, mmh, même s'il y a des obstacles, même s'il y a encore des peurs, mais continue, quoi. ouais, mmh. Alors justement, est-ce que tu as une routine de confiance? Qu'est-ce qui est-ce que voilà, comment tu fais pour, justement cultiver cette confiance en toi? Est-ce que tu as des petites techniques? Comment tu fais? Ah, je pense que, bon, il y a rien à faire, hein. Il y a une confiance, intérieure et puis il y a une confiance extérieure. Mmh, Surtout dans les domaines, de la visibilité. Quand on se montre, on a besoin de se sentir, suffisamment agréable à se regarder soi-même de l'extérieur. Donc moi, je fais en sorte de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Donc je vais prendre du temps pour prendre soin de mon visage le matin, m'alimenter convenablement parce que c'est important pour moi d'avoir la ligne, d'avoir la forme, de me sentir en santé et aussi d'être, en cohérence avec mon message. Que si je veux montrer aux gens comment est-ce qu'on a une vie épanouie, saine et sereine, beh, c'est aussi mon devoir quelque part de le faire pour moi, mmh, pour être alignée avec ça. Donc ça, c'est aussi ce qui est plutôt extérieur, je vais dire, qui m'amène à augmenter la confiance intérieure.
Et puis, j'ai appris à beaucoup aller chercher du feedback. Mmh. Et donc, ça, c'est très important. Je pense que c'est une des bases du coaching, c'est d'aller chercher du feedback volontairement, même si c'est difficile, avec tout le monde, que ce soit des proches, des amis, des clients, évidemment, pour savoir, voilà, qu'est-ce que je reflète à l'extérieur, qu'est-ce qui fait du bien aux gens, qu'est-ce qui met les gens mal à l'aise, etc. Pour, euh, pour sentir là où je suis dans la justesse, là où je suis vraie, ou là où peut-être je m'invente des choses, je me la raconte, tu vois. Donc c'est intéressant. Et puis surtout, on a toujours une perception biaisée de nous-mêmes. Mmh. Donc parfois on se dit là je me sens en confiance et en fait à l'extérieur ça paraît pas du tout. Ou inversement, je me dis là je me sens pas du tout à l'aise et puis on te dit bah en fait quand tu es monté sur la scène, on dirait que tu as fait ça toute ta vie alors que je tremblais comme ça. Donc, c'est ça aussi qui permet de se sentir validé et, et de construire vraiment ces bases de confiance en soi. Mmh. Mmh. OK, Est-ce que j'ai donc répondu à la question? oui, 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 donc tu te fais quand même souvent accompagner? Tu es souvent c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ben, nous, on s'est fait accompagner depuis le début. Ben, déjà, au moment où j'ai pris un temps de pause professionnellement. Mmh. Et puis, bah, après, on s'est fait accompagner au niveau du lancement de notre activité par des coachs professionnels. Et puis, bah, il faut bien le dire, au moment dans le couple, quand on a commencé à travailler ensemble, ça a été difficile. On a vécu une crise aussi. On a pris un thérapeute de couple pour nous permettre aussi d'avancer, de Mmh. continuer. Donc, je pense que dans tous les domaines de la vie, c'est important de ne pas rester soi-même le nez dans le guidon avec ses Mmh. problèmes, mais d'aller rechercher des ressources externes, des gens qui ont, voilà, qui sont probablement plus objectifs sur la situation et qui ont des ressources, des tuyaux auxquels soit on n'a pas la connaissance, on n'a pas accès, soit on l'oublie. Parce Mmh. que parfois, certains coachs ont des valises pleines, des boîtes à outils pleines, mais ils ne pensent plus ou ils sont plus suffisamment conscients de les avoir, tellement ils sont pris dans leurs difficultés, leurs problèmes. Mmh. Donc c'est important d'avoir quelqu'un à l'extérieur pour nous rappeler, mais tu sais, tu as telle ressource dans ta poche. Mmh. Ouais. Et donc pour ça, voilà, je trouve que c'est un parcours passionnant aussi de continuer à en apprendre sur soi. Bon, parfois c'est fatigant, hein, d'être tout le temps, Mmh. mais voilà, c'est c'est- c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ouais. Ouais, oui, investir sur soi, être toujours dans cette, recherche de croissance et d'évolution, c'est hem, oui, justement, donc on parlait de se faire accompagner et c'est un investissement sur soi et c'est aussi un investissement, voilà, en temps, en énergie, comme tu dis, ça peut fatiguer et c'est aussi un investissement en argent et j'avais envie de parler de ça avec toi parce que moi, c'est une des difficultés que je rencontre aussi dans les personnes que j'accompagne et puis moi-même, hein, c'est la difficulté à se donner un prix et je pense que ça dépend aussi beaucoup de la confiance en soi et de la valeur qu'on s'accorde et justement, je sais pas comment si tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment toi tu as fait avec enfin avec ton mari, hein, vous êtes tous les 2, mais pour vous donner un prix, comment vous faites? Mm. Mmh. Bah, au départ, moi, j'ai commencé en échangeant du temps contre de l'argent, puisque comme j'étais en individuel, Mmh. et surtout en tant que psychologue, à cette époque-là, 30 € pour une consultation psychologique, c'était déjà beaucoup. Donc, quand je me suis lancée comme indépendante, voilà, je suis partie avec ce standard-là, on va dire, de 30 €. Sauf que ce qui est différent, c'est aussi l'angle. Si on est salarié, peut-être que le patient va payer 30 € et nous, derrière, on va toucher un salaire. Il va payer 30 € à la clinique ou Mmh. l'institut, etc. Sauf que quand on est indépendant, on a des coûts. Donc, on réfléchit différemment par rapport à qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça représente une séance psy ou un coaching, hein, pour ceux qui font Mmh. du coaching. Ben là, c'est différent parce qu'effectivement, il va y avoir le déplacement que je vais avoir à faire, la location peut-être d'un lieu, d'une salle, Mmh. etc. Peut-être que j'ai du matériel que j'investis. Et donc, on est obligé quelque part de prendre en compte nos coûts parce que si on reste à un tarif qui est très bas et que finalement, ben, on n'a jamais de bénéfice, ben, on ne se paye pas. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est important de prendre en compte aussi qu'est-ce que je vaux, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que j'ai comme coût autour, ça c'est super important. Et puis
évidemment, le fait de la question du prix, c'est une question compliquée parce que chacun a un peu son étiquette qu'il va mettre en fonction de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu et Mmh. c'est intéressant et puis d'aller voir un peu dans le marché qu'est-ce qui peut se faire et aussi voir le format. Est-ce qu'on est en individuel? Est-ce qu'on est en groupe? Les choses changent. Est-ce qu'on est, en présentiel ou est-ce qu'on est en ligne? Aujourd'hui, on a aussi cet aspect-là qui a changé et en fait, c'est pas problématique de monter petit à petit son prix parce que l'être humain a l'habitude. La notion d'inflation, de le fait que chaque année pas d'inflation, d'indexation plutôt, Mmh. l'indexation des salaires, l'indexation des locations, les prix qui augmentent dans les magasins, tout ça, c'est quelque chose qui est acceptable pour le cerveau humain. Mmh. Donc c'est normal aussi que moi, en tant qu'accompagnant, à un moment donné, je commence avec un certain prix et puis je vais faire des formations, je vais me faire coacher et cetera. Donc moi aussi, ma valeur augmente parce que j'ai de plus en plus d'outils, j'ai de plus en plus d'expérience, de savoir, et cetera. Donc, je trouve que ce processus est intéressant. Ça permet de commencer en étant dans une zone de confort du prix Mmh. pour pouvoir démarrer. Parce que le problème, c'est que si on n'est pas sûr de son prix, on n'y va jamais. Mmh. Donc, on se dit oui, mais ça pourrait être 30, ça pourrait être 50. Oui, mais pendant ma formation de coaching, on m'a dit: «Oui, mais si tu es en dessous de 150, alors tu brades le marché, ça ne va pas, tu casses tout. Donc si je dois être à 150, mais comment je fais pour demander 150? Alors ça veut dire que je ne peux pas accepter tout le monde, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rester sur le carreau, ça veut dire que je suis une méchante». Voilà, donc on part dans toutes ces considérations-là et on n'y va jamais. Mmh. Donc moi, je propose souvent à mes clients de dire: «Écoute, propose un premier prix qui est juste pour toi» et Mmh. ça peut être une première séance, ça peut être un projet pilote avec un groupe et cetera, qui permet de démarrer. Mmh. De voir comment on se sent dans la première expérience, comment on se sent avec ce prix. Parce que Mmh. très vite aussi, à un moment donné, quand je me suis lancée avec 30 €, je me disais: «Bon, avec tout ce que je propose, ça dure quand même 1 heure, parfois 1 heure et demie». À un moment donné, je me disais: «Je me sens exploitée», alors que c'est moi-même qui avais fixé mon prix. Donc Mmh. là, j'ai commencé à augmenter mon prix Mmh. et à un moment donné, c'est intéressant aussi de voir comment chaque fois j'amène de plus en plus de valeur, j'augmente ma valeur. Plutôt que de diminuer mon prix, mais Mmh. j'augmente ma valeur. Mmh. Donc voilà, c'est toujours la question d'oser se lancer et aussi d'accepter que sa valeur augmente, donc le prix augmente. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu aurais, par exemple, un conseil à donner aux femmes, là, si les femmes qui commencent ou qui sont en train de commencer, te dire: «Ah, si j'avais su ça, enfin, j'ai quelque chose, j'aurais bien aimé le savoir avant, ça m'aurait aidé». Je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient? Oh, si j'avais su ça, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir dire quelque chose d'extraordinaire. Hem, je pense que pour moi, c'est vraiment oser, c'est oser le flop, j'ai envie de dire. Je veux pas dire Mmh. l'échec, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, après une première expérience, ont des expériences foireuses, hein, Ouais. voilà, un 1 rendez-vous, on se sent pas à l'aise, 1er webinaire avec la technique qui plante, des liens qui fonctionnent pas, des documents qui sont pas bien imprimés. Enfin, il y a plein de choses qui Mmh. peuvent bugger et du coup, accepter qu'on peut avoir une 1re version, une première tentative qui peut faire un flop Ouais. et en étant déjà je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire: «J'y vais et je sais que ça va déjà, il va y avoir plein de choses à améliorer». Mmh. Parce que souvent on y va et on a ce fantasme de la perfection. Je vais Mmh. faire un coaching, heu, magnifique avec des résultats incroyables, je vais faire un webinar avec énormément de ventes derrière et cetera et puis, bon, Ouais. c'est pas toujours ça qui se passe. Ah ça peut, hein, ça peut évidemment, on peut avoir une super première expérience, je dis Mmh. pas, mais on peut se préparer avec, vraiment, le fait qu'il va y avoir plein de choses à améliorer et je le sais. Ouais. Ouais, ça c'est chouette ça. Ouais, ça fait du bien de l'entendre. Oui, parce que du coup, on se dit: «Bah oui, je sais que je vais recevoir de la critique, du feedback, je vais Mmh. pas me faire démonter quelque part». Mmh. Ouais, ouais. Et puis se dire que voilà, on va grandir de tout ça, ça va nous apporter quelque chose. Mmh. Ouais. Et je voulais juste ouais, L'entrepreneuriat, c'est un vrai travail de développement personnel. d'humilité. D'humilité, ouais, Mmh. c'est pouvoir se remettre en question tout le temps et un apprentissage constant.
Mmh. Et c'est ça que je trouve passionnant. Enfin, moi, c'est une de Ouais. mes valeurs, l'apprentissage. Et c'est de garder la confiance qu'on peut apprendre, qu'on peut s'adapter. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que vous avez une devise aussi que je partage, c'est, «Nous avons compris que si nous voulions que cela change, il fallait commencer par nous». Et ça, c'est aussi une devise que je partage dans mes coachings, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc voilà, ça commence déjà Ouais. par soi. Bah, Mmh, c'est Gandhi qui le dit, hein. ouais, et Et ça, l'entrepreneuriat fait partie de ce développement et ce changement intérieur, en tout cas, hein, c'est vrai. Mmh. ouais. Surtout que dans l'entrepreneuriat, on est obligé de se réinventer en permanence. Parce Mmh. qu'en fait, on parle de cette phase de réinvention professionnelle qui est comme l'ultime saut dans le vide, mais en même temps, on est tout le temps obligé de se réinventer. Et c'est ça qui est important aussi dans le côté de l'entrepreneuriat, c'est cette persévérance. Se dire, bon, là, j'y suis maintenant, je suis dans une nouvelle zone de confort une fois que je suis entrepreneur, entrepreneuse. Et en même temps, je vais être confrontée à un marché qui va changer, un contexte, planétaire qui va changer, un contexte financier qui va changer. On voit les marchés qui sont en train de changer maintenant, au niveau financier et les plateformes, le web, tout change très vite. Donc on est obligé de pouvoir, faire confiance à son adaptabilité, son apprentissage. Mmh. Garder cette étincelle aussi, cette envie. Ouais. Et ça amène, au côté ressourcement de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse, de vraiment pouvoir avoir ces moments où on est dans le high energy Mmh. et puis il y a des moments où il faut vraiment pouvoir revenir à cet équilibre, donc avoir du temps pour soi, se ressourcer. On Ouais, peut pas être tout le temps là-haut, c'est pas possible. ça, ouais, Sinon, on se crame ouais, et le burn-out chez les entrepreneurs, il est encore plus fréquent. ouais. Ouais, tu as toujours cette flamme en toi, mais il y a des jours, des fois, où tu doutes, où tu dis: «Ouais, est-ce que j'ai bien fait?» ou non, Ah ça oui, 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 bien ouais, sûr. Ah oui, oui. Mais d'ailleurs, en fait, c'est un indice qui me dit: «Là, il faut que tu te reposes» ouais, c'est ça. et d'apprendre à s'écouter, de se dire: «Oh là, si j'ai même pas envie de prendre ce coaching-là, c'est que je suis trop fatiguée ou peut-être que j'ai plus mis suffisamment d'attention sur moi, sur ce que j'aime, sur mes Mmh, activités», et c'est ça que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut se donner pour ses clients, mais mmh, on peut aussi se garder du temps pour des choses qui nous font du bien. Moi, j'adore apprendre, lire mmh, et c'est ça aussi, c'est de se créer sa liberté, d'avoir mmh, un temps où on travaille pour gagner des sous et un temps où on travaille sur soi, pour soi mmh, et donc c'est ça aussi, cette liberté ouais, mmh, et du coup, c'est ça qui me ressource. mmh, ouais, ouais, ça en fait, tu es beaucoup plus à l'écoute maintenant, des signaux de ton corps aussi, j'imagine, le fait d'avoir, De plus en d'être plus, ça n'empêche pas que ça craque et il y a quand même de la fatigue, mmh, mais on apprend de «Ah oui, donc quand il y a ça, quand je me sens comme ça» et puis il faut pas oublier que chez les femmes, on a ça aussi une fois par mois, hein, plus ou moins intensément. mmh, Ça, c'est aussi un apprentissage que j'ai fait cette année, c'est de s'écouter en termes mmh, de cycle. ouais, De voir, quelle charge de travail on va se mettre la semaine avant, nos règles, se mmh, retrouver complètement à plat, complètement, hypersensible et avoir, une présentation, une rencontre, une signature de contrat dans ces moments-là, ça peut être très, très difficile. mmh, Donc aussi maintenant, j'adapte mon calendrier en fonction de ces périodes-là et je ouais, sais les périodes où c'est l'été pour moi, je suis en pleine forme et cetera. mmh, Là, je sais que je vais pouvoir faire des webinaires, des conférences et cetera, avoir des bons coachings et puis il y a des moments où je vais vraiment minimiser ce que je vais mmh, mettre dans mon calendrier, quoi. Parce que je sais que j'ai besoin dans une phase de repli, dans ma grotte. ouais. Ouais, mais c'est cette phase aussi dans la grotte qui peut être très créative aussi, justement, Oui, tout à fait Ouais, et c'est vrai qu'il faut respecter ça. ouais, ouais, ouais. Et alors avec ta famille, puisque tu as aussi 2 petits garçons et vous êtes partis faire le tour du monde aussi. Alors moi, ça, c'est quelque chose aussi qui me fait rêver aussi et vous avez réussi à faire ça tout en étant entrepreneur. Donc j'imagine qu'il y a dû y avoir beaucoup de peurs aussi qui se sont présentées. Vous avez quand même réussi à aller au-delà de ça et à réussir, ce challenge. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, bah, écoute, il y a eu beaucoup de peur et d'ailleurs, ce qui est très chouette, c'est que, mon mari, il a eu beaucoup de peur, hein. Je vais vous en parler un tout petit peu maintenant et il a écrit un livre qui est en train de se terminer, qui s'appelle «Complet plutôt que parfait», qui va sortir très prochainement, où il raconte tout notre périple, tout
toutes nos très belles aventures et tout notre très gros stress aussi. En Ouais. fait, on a décidé de partir en tour du monde, mais complètement en live. On a tout improvisé. La Mmh. seule chose qu'on a faite, c'est réserver 3 nuits, dans le premier pays de la destination. On avait décidé de commencer par Bali Ouais. et après tout a été improvisé, parce que moi j'avais cette confiance, et ce besoin aussi de vivre quelque chose de très organique, de pouvoir, me dire: «Beh, si on a envie de rester à un moment donné dans cette ville ou ce village, parce qu'ils annoncent à un moment donné une cérémonie et qu'on a envie d'y assister, j'ai pas envie de passer à côté parce qu'on a décidé qu'après 3 jours on était parti». Donc Ouais. ça, c'était vraiment le but, de pouvoir s'ancrer dans un pays, dans une culture, optimiser le temps qu'on avait parce que c'était vraiment un luxe à ce moment-là d'avoir ce temps et aussi, je me suis dit: «On va rencontrer des gens qui vont nous guider» et en Mmh. fait, c'est vraiment ça qui s'est passé parce que tous les voyageurs que tu rencontres te disent: «Ah nous, on a été là, on est passé par là. Ah va surtout pas là, mais Mmh. va vraiment là» et on a suivi, voilà, tous ces beaux messagers, ces anges qu'on a rencontrés et ça nous a fait un chemin incroyable. Mmh. Mais c'est vrai qu'on est parti, on a tout lâché, on a dû confier notre chienne qui avait déjà 10 ans à ce moment-là. Donc ça a été compliqué, nos familles, tous nos biens, faire énormément de tri, de désencombrement. Ça a été une très, très grosse phase de coupure, hein, enfin Mmh. de rupture et en même temps, cette liberté de partir à nous 4 avec, 4 sacs à dos et de se dire: «Voilà, on va aller découvrir le monde». Quand mes enfants sont nés tous les 2, je les ai pris sur mon ventre et je leur ai dit: «Je vais te faire découvrir le monde» et grâce à ce voyage, on a vraiment pu, réaliser ça. Donc j'en étais très heureuse et malheureusement, au moment où on est parti, on était quand même très angoissés parce qu'on avait décidé de partir, mais de continuer à travailler. Donc on a fait une campagne de vente pour aller chercher des nouveaux clients qu'on voulait accompagner à distance et les ventes n'étaient pas au rendez-vous à ce moment-là. On était très angoissés, très stressés. On a décidé de revendre notre voiture et il se fait que, on s'est fait arnaquer. Donc comme ça peut arriver de temps en temps, ben voilà, Mmh. on a eu quelqu'un qui est venu chercher la voiture, qui nous a montré sur son téléphone qu'il avait fait le virement et en fait, Mmh. c'était faux. On n'a jamais reçu l'argent. C'était l'argent qu'on prévoyait pour tous nos les hébergements de notre année, donc ça a fait vraiment un gros trou dans la tirelire avec le fait que, nos ventes à ce moment-là se sont pas très bien passées. Mais on s'est rendu compte aussi à ce moment-là à quel point notre énergie est Mmh. liée à nos résultats en tant qu'entrepreneur, à nos résultats financiers. Et d'ailleurs, c'est très drôle quand on regarde les courbes de vente, dans sur toutes les années où on a travaillé, on voit les moments où on était en crise, les moments où on était dans le stress et Ouais. les moments où on était, rayonnant, épanoui. Ouais. Ça se ressent très fort, c'est important. Donc on est arrivé à Bali et mon mari s'est complètement craché psychologiquement, parce que, voilà, en tant qu'homme, il était le pilier, il devait assurer l'argent, il devait assurer les ventes, ça s'est pas bien passé. On est parti, à mon avis, les gens qui avaient acheté, ils ont dû sentir qu'on n'était pas bien. On a eu énormément de demandes de remboursement. C'est la seule fois où on a eu autant de demandes de remboursement. Ça Mmh. nous était jamais arrivé. Mon mari en était malade. Tous Mmh. les jours, il y avait des demandes de remboursement et donc ça a été intéressant de se retrouver, sur la ceinture de feu là, hein, en Indonésie, là où il y a tous ces tremblements de terre parce que nous, on était vraiment comme ça à l'intérieur. Mmh. Donc ça a été compliqué parce qu'à la fois, on était au paradis, on était dans tout était possible, on pouvait faire ce qu'on voulait et à la fois, on vivait ce chaos à l'intérieur, donc ça a été très, très, très enrichissant. On s'est mis à aller à la découverte de plein de choses grâce à ça. On a été faire toutes sortes d'ateliers, on a été voir des chamans, on a été voir des guérisseurs, on a fait des cérémonies en Mmh. tout genre. On a testé plein de choses grâce à ça parce qu'on avait besoin de se guérir. Mmh. Principalement mon mari qui était fort dans cette angoisse du manque et heu et moi je faisais ce que je pouvais avec tous mes outils de thérapeute, j'essayais un outil après l'autre et en même temps, voilà, j'étais pas la bonne personne pour l'aider parce que Mmh. j'étais prise dedans. Donc c'était très riche parce que ça nous a vraiment amené aussi à aller creuser très profond dans les peurs, les peurs archaïques qu'on peut avoir et mon mari avait besoin de travailler ça, en tout cas, il avait besoin de traverser ça. Donc donc voilà, c'est encore très, très présent là quand je le raconte, je sens à quel point c'était lourd
Et en même temps, ça nous a fait grandir, tous les 2 et même tous les 4. Parce Mmh. que forcément, quand on est partis, moi, je gardais la face, comme on dit en tant que maman. J'étais là, je disais à Nicolas: «Bon, vas-y, essaye quand même de te montrer un peu optimiste», alors que c'était vraiment dur pour lui et en même temps, on ne pouvait pas faire semblant. Les enfants, ils sentent, les enfants, ils savent, ils sont sensibles, donc leur mentir, ça servait à rien. Donc très vite, on s'est montré authentique. Mmh. On leur a apporté la réassurance qu'on pouvait, la confiance qu'on allait s'en sortir, qu'on allait trouver des solutions. Mais très vite, on a été authentique avec eux en disant que c'était compliqué, que c'était stressant, mais qu'on Mmh. allait gérer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, on a trouvé des solutions, on s'est réancré, on a retrouvé petit à petit des habitudes, en tout cas, on a essayé d'en mettre pour nos enfants et puis s'entourer, hein. Ouais. Entendre tous les récits des gens, que ce soit des entrepreneurs, des voyageurs, en fait, ce sont des gens qui entreprennent quelque chose. Mmh. Toutes les personnes qu'on rencontre sont riches d'un enseignement, d'une pépite. Mmh. Ouais, merci de nous partager tout ça, hein, parce que c'est vrai que c'est fort, ouais, de se dire que voilà, vous avez vécu tout ça, mais malgré tout, voilà, c'est aussi grâce à ça que vous en êtes là maintenant aussi, parce que vous avez traversé tout ça. Bah, écoute, avec plaisir, Mmh. que sur le moment, on réalisait pas très bien, en fait. Non, C'est vrai on que voit pas le cadeau sur le moment. c'est compliqué et même le fait d'avoir cette liberté, on se dit: «Voilà, on fait ce qu'on veut», mais même là, on se culpabilisait de se dire: «Est-ce qu'on a le droit d'aller visiter un temple alors qu'on est censé bosser?» Enfin voilà, on est Ouais. entrepreneur quoi, on s'arrête pas comme ça, on n'était pas en année sabbatique. Donc voilà, beaucoup de peurs aussi à Ouais. surmonter, le regard, le jugement Ouais. et en même temps, cette envie de continuer à influencer positivement, comme tu disais, c'est possible. Tout ça, c'est possible si on se l'autorise. Ouais. L'autorisation, moi, c'est vraiment quelque chose un terme que j'utilise souvent. C'est vrai que bon, Mmh. souvent, on a très envie, mais on ne se l'autorise pas. C'est vrai. Ouais. Alors on va la chercher chez les autres. C'est Mmh. pas mal aussi. Mmh. Ouais. Si ça peut aider à démarrer. Mmh. C'est vrai. Mmh. Je voulais finir par un petit quiz et puis après, tu auras un cadeau à offrir aux personnes qui verront l'interview. Ouais. Donc, si tu es d'accord pour le petit quiz, alors, est-ce que tu as un rêve? Oui, j'ai un rêve. J'ai un rêve à court terme là, parce que, je rêve de pouvoir me construire, mon bureau dans une cabane à l'extérieur. Donc, Mmh. on est en train de voir comment est-ce qu'on peut trouver la bonne personne qui va nous aider à matérialiser ça. Voilà, on a envie que ça ressemble à une petite yourte, quelque chose comme ça. Et en même temps, il faut que ce soit adapté, aux normes. Donc, voilà, mais ça, c'est mon rêve. J'ai visualisé ça, en fait, un jour. Je me suis dit, «Je veux pouvoir, recevoir les gens, une personne ou un groupe à l'extérieur, dans la nature» Ah, et donc super. ça ressemble à une cabane. Après, on va voir comment ça va se manifester. Mmh. La personne qui t'inspire, La personne qui m'inspire, s'il y en avait une là, une femme ou un homme? hem, il y a une personne qui m'inspire beaucoup, c'est une Québécoise, Christine Michaud, qui m'inspire et qui m'a inspirée depuis le tout début, en fait, de notre parcours. Mmh. heu, qui est aussi, thérapeute, qui travaille avec à la fois cette sérénité et cette joie. Alors, bon, je crois qu'il y a quelque chose aussi, chez les Québécois de cet ordre-là que j'apprécie énormément, voilà, de cette joie de vivre, ce positivisme Mmh. et voilà, c'est quelqu'un qui aime voir les gens fleurir et on voit à quel point elle fleurit dans tout son parcours donc voilà, je dirais Christine Michaud. OK. Ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, c'est de prendre soin des autres. Mmh. Est-ce que tu as un dicton ou un mantra quotidien qui t'accompagne? Hem, un mantra, moi j'aime beaucoup, «Fais toujours de ton mieux» Mmh. parce qu'en fait ça voilà, ça permet d'y aller avec les petits pas. Mmh. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Me souhaiter, heu, c'est des bonnes questions on dit.
bah, de pouvoir continuer en fait à trouver et à garder cet équilibre, que je construis de plus en plus vraiment entre la satisfaction et la sérénité et des clients et des enfants, de la vie de famille. Parce que Mmh. voilà, c'est ça qui me rend heureuse, c'est de pouvoir être présente pour les gens qu'on accompagne, mais aussi être présente, pour nos enfants au maximum. Mmh. Surtout qu'ils arrivent dans une phase là, le grand va rentrer dans l'adolescence, donc il faut pouvoir aussi trouver la juste distance, la bonne place, par rapport à eux, les soutenir, les accompagner. Mmh. Le mot de la fin? Le mot de la fin, j'ai envie de dire, let's go. Mmh. J'ai envie de dire let's go, surtout, aujourd'hui, comme on s'adresse à des femmes, il y a, cette notion d'autorisation dont on a parlé, cette notion d'y aller malgré les peurs, de tester, d'expérimenter. Qui me paraît être, vital aujourd'hui, en fait. Parce qu'on ne peut pas rester sur le carreau, on ne peut pas rester sur le banc de touche, tout change très vite. Les femmes ont énormément de choses à apporter, avec, leur belle présence, leur authenticité et même avec, les défauts qu'on peut avoir. Parce que oui, parfois, c'est très compliqué, on est très chiante et même avec tout ça, en fait, voilà, il y a toute la complexité de la femme qui, bah, voilà, avec toutes nos facettes, hein, de pouvoir, accepter aussi de regarder toutes nos facettes, se Mmh. dire: «Bah, oui, il y a des moments où je suis pas au top, il y a des moments où je suis pas compétente, il y a des moments où, je ne m'aime pas, Mmh. mais c'est OK quand même, parce que peut-être que demain ça va mieux». Ouais. Sûrement que demain ça va mieux si j'ai ce mindset-là. Mmh. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment. Bah, merci et bravo à toi, hein, pour, Mmh. tout ce que toi tu réalises, toutes les personnes que tu aides, toutes ces femmes Mmh. que tu impulses à ton niveau, dans ton Ouais. microsystème. Mmh. Ouais. Bah, merci infiniment et de d'avoir partagé ce moment et puis, en tout cas, c'est très inspirant tout ce que tu nous dis et je pense que ça peut aussi venir nous rassurer les femmes, hein, à se dire que voilà, c'est normal de traverser tout ça et de voir que, bah, voilà, malgré tout, tout ce que vous avez pu traverser, bah, maintenant vous êtes épanouie, vous tu arrives à équilibrer, toute la sphère, familiale, pro, Ah, donc c'est c'est un un travail de tous les jours, hein. mmh, mmh, mmh. C'est comme le potager, il faut toujours l'entretenir. C'est ça. Mmh. Bah, merci beaucoup Sandrine, j'aurais envie de te serrer dans mes bras pour te remercier. Je viendrai te rencontrer un jour, c'est sûr. Bah, oui, avec grand plaisir. Bah, merci Ouais. beaucoup et bonne chance à tout le monde ou Ouais. bon courage. Passez une bonne journée et puis à Bonne très journée. bientôt. Au revoir.